Bonjour à tous et à toutes. On est absolument ravis de vous retrouver pour cette émission qui va durer 1 heure. 1 heure pour répondre à toutes vos questions et déjà ça va être visiblement on en a plein qui arrivent, donc on est vraiment super content de vous trouver. Alors je vous présente tout de suite Patrick. Bonjour. Patrick, bénévole ESF bien entendu, qui a été le responsable de tout le projet Agnelé et Pénat pour lequel vous avez travaillé comme des fous à collecter des piles. Dois-je présenter les moustaches blanches qui sont sur ce plateau? Je ne sais pas. En tout cas, voilà Jean-Louis. Bonjour. Jean-Louis, chef de la mission qui est parti, que vous avez suivi. Vous avez reçu plein de photos. On a une pensée particulière pour Marc. Marc qui a accompagné Jean-Louis pendant toute la mission, mais qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Pour ne rien vous cacher, c'est parce que c'est son anniversaire de mariage. Et je pense que ça aurait créé un petit souci s'il avait raté l'événement. Donc voilà, on pense beaucoup à Marc, il doit nous suivre de toutes les manières. Alors, je vous rappelle que l'émission va durer 1 heure. Et on va essayer de rester bien dans les temps. Je vais vous rappeler juste quelques chiffres parce que c'est assez magique tout de même ce qui s'est passé. Vous avez été 1500 établissements scolaires à participer à l'opération Piles Solidaires de cette année. Cela fait à peu près 270 000 jeunes qui, autour de vous, vous avez collecté, vous êtes allés prendre des piles absolument partout. On espère 70 tonnes collectées. Il faut savoir que là, tout à l'heure, on en était à pratiquement 45 tonnes de piles qui ont déjà été ramassées dans les établissements scolaires pour à peu près la moitié des établissements scolaires. Donc si tout continue comme ça, on va exploser les chiffres et ça c'est magnifique et merveilleux. Alors, un petit message quand même rapide, les enlèvements sont en cours. Ne vous affolez pas si vous n'avez pas encore vu passer le camion, ils vont passer, sinon vous nous appelez comme d'habitude et on répondra à vos questions. Mais c'est en cours et ça va durer jusqu'à la fin du mois de juin. Donc pas de souci là-dessus. Alors pour le principe de l'émission, un petit peu comme l'année dernière pour ceux qui ont déjà participé, vous avez sur votre écran un espace vidéo qui vous permet de nous voir. Et puis sur votre droite, vous avez un espace sur lequel vous pouvez chatter. Sur cet espace, vous pouvez commencer à nous dire des petits bonjours que je ne vois pas encore tout à fait. Ah si, on a des petits bonjours qui arrivent. Enfin, vous nous envoyez vos petits bonjours et c'est sur cet espace-là que vous commencez à nous envoyer vos questions, bien entendu, que l'on va traiter au fur et à mesure. Alors, je jette des petits coups d'œil sur ma droite parce qu'en fait, sur la droite, il y a respectivement Julien, Aude et Florence qui vont recevoir la question et qui vont nous les renvoyer sur les écrans qui sont à peu près devant nous. Donc voilà, vous savez tout de ce qui se passe sur ce plateau. À la fin de l'émission, on sera rejoint par Yann, qui est le responsable de la communication sur Battery Box et qui répondra plus spécifiquement à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur le recyclage des piles. Donc tout ce qui va être cette partie technique-là, on va le garder pour la fin parce que c'est Yann qui traitera les questions. Voilà, alors on va commencer sur le petit espace que vous avez. On va commencer. Alors, on a le bonjour des oliviers. On va commencer par un petit sondage. Le premier sondage sur lequel vous allez pouvoir très rapidement répondre oui ou non. Et je lis la question, c'est: avez-vous été surpris par les quantités de piles et petites batteries qui ont été collectées dans votre établissement scolaire? Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'appels avec des quantités incroyable de piles et de petites batteries collectées. Donc voilà, on voudrait savoir si vous avez été surpris tout de même par tout ce qui est arrivé dans votre établissement. Alors maintenant, moi j'ai assez parlé, on va donner la parole à nos deux vedettes de la journée, Patrick et Jean-Louis. Alors Patrick et Jean-Louis, j'aimerais bien qu'on commence par raconter aux enfants le temps qu'il vous a fallu pour préparer la mission Epena et Agnelé. Parce que certes, Jean-Louis et Marc sont partis pendant 3 semaines, oui, mais combien de temps il a fallu pour préparer tout ça? 2017, on a commencé à travailler sur ce projet en 2017, donc pour 3 semaines de mission effective sur le terrain. Donc c'est pratiquement 2 ans de travail pour préparer cette mission. Et pourquoi il faut 2 ans? On reçoit d'abord la sollicitation du partenaire, la SLAV, qui est une association de médecins, qui a décidé d'accompagner des centres de santé au Congo. On étudie leurs besoins
Et puis après, il faut monter une équipe, il faut trouver des financements, étudier tout le projet, toute la partie technique, l'élaborer, trouver du financement, trouver le matériel, organiser la mission. Ça prend 2 ans. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui a été particulièrement... Est-ce qu'il y a des points qui ont été un peu difficiles à préparer sur ce voyage? L'inquiétude, c'est toujours le financement. Aujourd'hui, tout le volet en amont, on maîtrise bien, mais le financement, c'est toujours la grande inquiétude de savoir si on aura le budget final pour pouvoir aller faire ces projets. Et donc, quand Patrick Box nous a contactés pour nous dire qu'il souhaitait s'engager dans cette aventure avec nous, avec tous les enfants, on a été enchantés, bien sûr. Ça nous a enlevé une grosse épine du pied. Et on est content d'être là pour témoigner. Super, super. Et vous faire un petit retour de ce qu'on a vécu, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'il s'en est passé quand même des choses. C'est jamais bien simple sur ces missions. Juste pour compléter ce que dit Patrick, c'est vrai que le financement, c'est un point important. Mais là aussi, on avait un autre souci, c'est au niveau de la logistique, comment on allait se rendre dans le nord du pays, sachant que les infrastructures routières ne sont pas en très bon état et que par endroits, il n'y a pas d'infrastructure routière. On a essentiellement roulé sur des pistes forestières. Oui. Donc, la difficulté, c'était ça. Voilà. Ouais, c'était l'accès, la difficulté majeure de la mission était là. Vous pouvez peut-être rappeler, je pense que les établissements scolaires le savent à peu près, mais où ça s'est situé quand même, et on va bientôt pouvoir voir une petite vidéo, mais où vous avez dû voyager sur le Congo? On est arrivé au sud du Congo, on est arrivé à Brazzaville, on était sous l'équateur, et on est allé faire la mission de réalisation au-dessus de l'équateur. Donc on a changé 2 fois d'hémisphère. Une fois à l'aller, on est passé de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et au retour, on a fait l'inverse, de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. On est allé travailler jusqu'à la limite, on était à 50 km à peu près de la frontière du Centrafrique. Donc on était complètement au nord du Congo. Et sachant que Brazzaville est au sud du Congo, pas très loin de l'océan Atlantique. Ouais, donc beaucoup de kilomètres. En fait, c'est pas tellement pour que tout le monde se rende bien compte, c'est pas forcément le nombre de kilomètres que l'état en fait des routes qui est compliqué, c'est ça? On a quand même fait pour aller jusqu'à Niélé, du fait qu'il n'y ait pas de structure routière, qu'on a passé une grande partie du pays où c'est que des marécages, qui s'appelle l'Iguala. On a été obligé de contourner cette grande zone marécageuse. On a fait 2000 km pour aller jusqu'à Niélé et Pénin. Oui, quand même. Et 3 jours. 3 jours, 3 jours pour faire 2000 km. Voilà. 3 jours de 4x4 avec des journées entre 12 et 13 heures de 4x4. Et pas une route bien lisse, quoi. C'est 12 ou 13 heures, mais bien secouée, c'est ça? C'est la route africaine, on va dire. Bon, c'est vrai qu'il y avait des soirées, on était un peu cabossés, mais bon. Voilà, toujours avec le sourire, hein. Toujours avec le sourire. Alors, en fait, on va lancer une petite vidéo. On va lancer une petite vidéo pour que justement, alors qui est très courte, qui montre plein de petits plans comme ça qui ont été pris pendant le voyage, pour que vous suiviez un petit peu ce voyage, que vous compreniez mieux l'état des routes, les chemins parfois assez improbables, voilà, les dépassements de camions qui ne sont pas toujours simples, si j'ai bien compris, Jean-Louis, la poussière qui vole partout, et puis que vous voyez aussi quelques paysages, etc. Donc on va lancer cette première vidéo. Salut. Oh, we climb now. The second up again now. Oh, we bend down. 1, 2, right, left, right. Left much ahead. 1, 2, 3, 4, much ahead. 1, 2, 3, 4, much ahead. de route. Par manque de
Voilà, donc quelques images pour suivre le voyage. Jean-Louis, qu'est-ce que ça te fait de revoir toutes ces images? Bah, quelque part, c'est assez émouvant. Et puis, ça me rappelle de bons souvenirs. En fait, même si les conditions étaient relativement difficiles, bon, c'est quand même une belle aventure. Ouais. Et grâce à vous tous, parce que sans vous, on n'aurait pas pu mener cette aventure jusqu'au bout, quoi. On voit beaucoup d'eau. Alors là, on vous voit dans le 4x4 bien serré quand même. Hein. Voilà. Tu peux présenter peut-être sur cette image que l'on voit là qui... Ouais. Bon, en premier plan, c'est Marc, avec qui j'ai réalisé la mission. Et puis derrière, en bleu, avec son t-shirt bleu, c'est Brice qui était le chauffeur et qui était en même temps un technicien de la société Africa Solaire, chez qui nous avons acheté une partie du matériel. Sachant que quand on prépare la logistique, il y a une partie du matériel qu'on arrive à amener de France, parce qu'on ne trouve pas ce type de matériel forcément sur place. Et puis après, la partie lourde, les batteries, les modules photovoltaïques, les ferrailles pour faire tenir les modules photovoltaïques, tout ça est acheté sur place. Super. Alors on a une première question qu'on va prendre, c'est combien de temps avez-vous mis pour rejoindre le lieu du projet? Alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais... En fait, on a mis 3 jours. On a 3 jours pour arriver à Agnellé. Hein. 3 jours pour arriver jusqu'à Agnellé. Sachant qu'après, pour aller de Agnellé jusqu'à Epena, il y avait 1 jour supplémentaire. Alors on a une autre question, c'est combien de kilos de matériel avez-vous emporté? Je peux dire quelque chose? Beaucoup, et puis c'était énorme en fait. Hein. Oui, parce qu'on part avec les sacs. Donc, En fait, on avait à peu près 350 kilos de matériel. C'est ça. Ouais. Et plus le matériel qui était... Je ne sais pas si vous avez vu sur sur la vidéo au départ, on avait en gros 350 kg de matériel, plus 4 jerrycans de 25 litres de carburant, parce que les zones où nous sommes allés, il n'y a pas de station d'essence, pas des stations de gasoil. Donc on avait prévu au départ d'amener du carburant pour pouvoir être sûr de revenir. Et quand nous sommes revenus, on avait déjà utilisé tout le carburant, avant de trouver une première station sur la route du retour. Oui, donc c'est vraiment des conditions de voyage qui sont très particulières. C'est bien ce que je disais. On part en autonomie complète, en fait. Oui, globalement, c'est ça. Ouais. On organise tout et on est en autonomie complète. Okay. C'est pour ça que ça nous prend aussi 2 ans, en gros, parce qu'il faut quand même penser au moindre boulot, au moindre outil pour pouvoir monter le projet. Ça nous oblige à faire tout le cheminement, de la première vis jusqu'à la dernière, combien il va nous en falloir, en prendre 1 ou 2 ou 3 en plus, si on en égare une, pour pouvoir amener le projet jusqu'au bout. Oui, parce que sur place, il n'y a rien. Non, il n'y a absolument rien. Pas de magasin de bricolage, ça ne court pas les rues. Non. Alors on a une belle question de Bordeaux. Alors Bordeaux, les Bordelais doivent reconnaître les accents qui chantent de ce côté. Pourquoi avez-vous choisi cet endroit, c'est-à-dire Agnellé et Epena? Pourquoi vous l'avez choisi? Donc c'était dans la continuité des projets que nous menions en partenariat avec la SLAV. Et après avoir fini le centre de santé de Mukondo à Brazzaville, ils nous ont présenté ces 2 centres de santé à Agnellé et Epena. C'était des cabanes vermoulues avec des bonnes sœurs qui soignaient les populations autochtones. Enfin les pygmées, on va schématiser, c'est le terme le plus usuel. Et donc la SLAV avait décidé de reconstruire en dur les centres de santé de ces personnes-là, et ils nous ont demandé de les accompagner dans ces projets. Et de suite, nous on a été emballés avec Jean-Louis, d'autant qu'on voulait apporter notre pierre et aider ces pauvres, ces femmes qui s'étaient dévouées à soigner les populations les plus défavorisées, quoi. Donc de suite, on a dit banco. On savait que ça serait loin, on savait que ça serait difficile, mais on est parti de suite. Donc voilà, on a pris ce projet parce qu'on était dans une continuité. C'était le 5e ou 6e centre de santé que nous traitions avec la SLAV, et ça allait bien dans la continuité de ce qu'on avait fait avec eux. Et c'est vrai, ce sont vraiment des villages sur lesquels il n'y a rien. Ouais. Il y a pas l'électricité n'arrive pas jusqu'à eux en fait. Non. Et en plus, pourquoi on a aussi pris ce projet, c'est parce que dans la charte d'Électriciens sans frontières, c'est aider les populations les plus défavorisées. En fait, eux font partie des populations les plus défavorisées, ils sont coupés de tout. Les sœurs, quand elles doivent revenir sur Brazzaville
pour faire suivre de la formation qui est organisée, la formation médicale qui est organisée par la SLAV, il faut qu'elle parte 2 jours avant. Il y a 2 jours de voyage pour arriver. Et pas en 4x4. Pas en 4x4, elles prennent les bus locaux Ouais, pour arriver jusqu'à Infondo. Et à Infondo, elles vont prendre un avion parce qu'il y a des lignes intérieures. Quand elles sont en circulation, parce qu'elles ne sont pas toujours en circulation, les lignes intérieures d'avion pour arriver jusqu'à Brazzaville. Alors on a une belle question aussi de l'école de Chassan, si je lis bien. Quels moyens avez-vous utilisé pour véhiculer tout votre matériel? On a utilisé le 4x4, un land qui est capable de passer, de rouler aussi bien sur de la piste sèche que dans des endroits où il y a beaucoup d'eau et beaucoup de boue. Donc c'est des véhicules qui sont robustes, qui s'adaptent à toutes les contraintes du terrain. Alors on voit quand même quelque chose d'important sur le haut du 4x4. Voilà, la compagne super importante qui a été l'échelle. Oui, ça c'est un élément incontournable. Alors pourquoi vous avez emmené une échelle? Parce que sur d'autres missions, on n'avait pas pris cette option-là et les échelles locales sont quand même très dangereuses. C'est-à-dire que ce sont des bouts de bois, c'est bricolé avec des clous. On a quelques souvenirs de descente plus rapide que la montée, on va dire. Ah oui, d'accord, carrément. Oui. Non. Donc là, maintenant, on essaie, si on peut, c'est toujours pareil, si on peut, on part toujours avec une échelle. Oui. Super. Combien de fois, on a une question toujours de l'école de Chassan, combien de fois avez-vous participé à un projet tel que celui-là? Alors là, je crois qu'il va nous falloir la nuit entière pour qu'ils vous racontent toutes leurs expériences. Ça va être long. Combien ensemble, on a dû faire combien? 4 projets. 4 projets ensemble, on a fait 4 projets. Oui. De A jusqu'à Z. On a fait plusieurs projets au Congo, un projet au Bénin, dans un orphelinat. Donc ensemble, on est une vieille équipe avec Papa Noël. Avec Papa Noël que tout le monde sait, voilà. Tout le monde sait qu'il s'appelle Papa Noël. Jean-Louis, lui, il a beaucoup plus œuvré. Il est allé au Mali, entre autres, de mémoire. Oui, je suis allé au Mali. Ouais. Au Mali, un peu. Au Burkina. Jean-Louis ne va pas vous dire dans tous les pays dans lesquels il est allé parce que c'est assez. Ça va être trop long. C'est assez long. Voilà. Et d'ailleurs, juste après l'opération, après être revenu du Congo, il a repris son sac à dos et il est parti sur la mission d'urgence Mozambique après l'événement climatique un peu compliqué qui s'est passé. Pas tout seul. J'étais pas tout seul, mais quand même. 3. Quand même. Le sac, il n'a pas eu le temps de. Il n'a pas eu le temps de sécher, le sac, c'est ça, super. Alors on va continuer, on va vous montrer une autre petite vidéo cette fois-ci pour vous faire découvrir la vie dans les villages, que vous compreniez un petit peu mieux dans quelles conditions vivent les personnes et de fait les bénévoles lorsqu'ils arrivent dans ces villages et qui partagent la vie de tous ces habitants. Les déplumés, je suis en train de vider. Regarde l'image au lieu de regarder derrière. Il y a une nuage. Grossissent. Tombe en pluie.
Voilà, vous voyez un petit peu plus ce qu'ont vécu Marc et Jean-Louis lorsqu'ils sont allés sur le terrain, à quoi ressemble le village d'Aignelé, puis il y avait quelques images aussi d'Épéna. Alors on a plein de questions qui arrivent. Est-ce que les conditions, alors ça c'est l'école de Coude, j'espère que je prononce bien, est-ce que les conditions de vie étaient difficiles? Alors Jean-Louis. Moi, elles ne me paraissent pas difficiles parce que ce n'est pas la première fois que je fais une mission. Mais quand on regarde un peu par rapport à notre vie ici en Europe, les conditions de vie sont difficiles. Il n'y a pas d'électricité, même si sur le petit film vous avez vu des réseaux. Il faut savoir que les réseaux ont été construits par une société qui fait de l'exploitation forestière, qui a mis à disposition un groupe électrogène, mais il n'y a pas forcément tout le temps du gasoil. Donc quand il y a du gasoil, il y a de l'électricité, de 18h le soir jusqu'à 22h, et après il n'y a plus d'électricité. Ensuite, il n'y a pas d'eau courante, il faut aller chercher l'eau dans des points de puisage, donc ça veut dire qu'il faut partir avec un seau d'eau, il faut partir avec un bidon, donc on ne gaspille pas l'eau. Les conditions après pour nous, on a vécu comme les populations, c'est-à-dire que la douche c'était un seau d'eau avec une boîte de conserve pour se laver, pour se mouiller, se savonner, se rincer. On avait un lit avec juste un matelas en mousse. Dessus, on pose notre duvet, et puis, comme c'est des conditions difficiles, il y a beaucoup de moustiques, on dort sous la moustiquaire, mais on s'habitue très vite. C'est pas compliqué. Cette année, les repas étaient copieux quand même. On a pu voir les ananas et tout. Ce qui n'a pas été le cas dans notre mission. On mangeait une fois par jour, vers 17h. Donc là, c'était une mission sur le plan... les repas, ça allait à peu près. C'était plus. Donc oui, les conditions sont difficiles. Alors on a une autre question. Est-ce que les gens parlent le français? Oui, la langue administrative, c'est le français. Donc il y a une partie de la population qui parle français. Et l'autre partie, ils parlent les langues locales. Ils parlent le lingala, ils parlent... Ok. Une autre question. Depuis combien de temps faites-vous ce travail? Alors moi, je dirais que ce n'est pas un travail, parce que j'ai un travail à côté, c'est du bénévolat, donc ces missions, préparer ces missions, faire ces missions, ça vient en complément d'un travail, donc c'est pas un travail, c'est un loisir, si je peux dire comme ça. Et toi, Jean-Louis, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 12 ans, moi, et Jean-Louis, toi ça fait 12 ans. 12 ans, oui. Ça fait 15 ans que j'accorde un peu de mon temps à l'ONG Électriciens sans frontières. Ouais. Donc pour tous les deux, vous me dites que ce n'est pas un travail en fait, c'est ça? Non, pour nous, c'est pas du travail. C'est pas un travail. Non, c'est une partie. On transmet un petit peu notre savoir, de notre temps libre, de nos disponibilités. Mais on a un très grand retour parce que quand on voit les sourires des gens, des populations ou des centres de santé, des écoles qui voient la lumière briller ou qu'ils voient l'eau couler, mais de l'eau propre au robinet, il y a des populations, pour certaines populations, ils ont attendu qu'il y ait du puisage de l'eau profond pour voir le fond du seau quand l'eau remplit le seau. Il y a des gens qui n'ont jamais vu le fond du seau. Ça veut dire qu'ils ont tout le temps été avec de l'eau avec de la poussière qui flotte dessus et à l'intérieur. En fait, on donne un peu de notre temps, mais on a beaucoup en retour. On a beaucoup de retour. En fait, on a l'impression de recevoir plus qu'on donne. C'est joli. Alors, on a une belle question de Saint-Adrien de Villeneuve-d'Ascq. Est-ce que la population a été enchantée de votre mission et de votre travail? La population par elle-même, on ne sait pas trop, mais ce que l'on a découvert pendant que l'on électrifiait le centre de santé, c'est que la population était admirative du fait que par la suite, ils allaient pouvoir continuer à venir la nuit, se faire soigner et qu'il y aura de l'électricité. Parce que parfois, elles ne venaient pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est compliqué de venir se faire des points de suture. Quand on s'est mis un coup de bêche dans le pied ou dans un des membres et qu'on sait que la nuit, ils ne vont pas pouvoir éclairer parce qu'il n'y a pas de pétrole lampant. Les piles de la lampe des sœurs sont fichues, elles n'ont pas d'argent pour en acheter. Donc là, c'est compliqué. Là, elles ont vu la lumière briller, donc elles savent que ça va s'améliorer. On a une question, Jean-Louis, c'est comment peut-on soigner sans électricité? Déjà le jour, un petit peu. Ouais. Puis après, le soir, c'est compliqué. Soit on a des bougies, soit on a des piles et que ça fonctionne, c'est tout. Et il n'y a pas d'autres moyens. Parfois, il est arrivé sur d'autres centres de santé qu'il y avait du feu dans la cour.
même au XXIe siècle, on s'éclaire encore avec du feu. Parfois, les sœurs disaient qu'elles... C'est ça. Ouais, les sœurs expliquaient que les accouchements se faisaient avec la lampe coincée au coin de l'épaule et pour faire l'accouchement de la maman. Ouais, c'est ça. Donc, ou du pétrole lampant. Donc c'est très compliqué. Tu peux expliquer ce que c'est que du pétrole lampant? Le pétrole lampant, c'est une lampe sur laquelle il y a une réserve de pétrole qui a été un petit peu épurée. Et dessus, il y a une mèche. On met le feu à la mèche. Pour que la flamme ne s'éteigne pas, il y a un verre au-dessus et on peut mettre cette lampe en suspens sur un support ou au plafond ou la poser sur un meuble pour pouvoir s'éclairer. Sauf qu'il y a des effluves noirs, il y a des petits bouts de charbon qui se promènent dans l'air et qui viennent se déposer sur le soignant ou la soignante et sur la personne soignée. Ouais, c'est ça. Donc, il y a souvent des accidents avec le pétrole. Si on tape dans la lampe pétrole lampant, le pétrole risque de se répandre, de s'enflammer. Il y a des risques de brûlure, des risques d'incendie. Et puis l'éclairage n'est pas sensationnel. Oui, et puis ils n'ont pas forcément sur place à ce moment-là de l'argent pour pouvoir acheter du pétrole. Ouais, ou quand ils ont du pétrole, celui qui vend le pétrole n'a plus son stock. Le stock est épuisé, il n'a pas été renouvelé. Alors, plein de questions qui arrivent. Alors, le pavillon qui nous demande où avez-vous dormi pendant le voyage de 3 jours? Il se soucie quand même de votre confort. C'est gentil ça. Hein. Alors, où est-ce que vous avez dormi? On s'est organisé, en fait, dans ces pays-là. On sait qu'il y a des zones où on peut dormir. Par exemple, dans les congrégations religieuses, il y a toujours une pièce ou 2 pièces qui soient à disposition pour les gens qui passent par ces régions-là. Donc on a dormi, on avait organisé ça avec la Slave qui est plus présente que nous sur le terrain. On avait réservé des points de chute pour le soir. Donc c'est pour ça qu'on s'est aussi imposé des journées de 13 heures de 4x4 pour que le soir on puisse arriver sur le site. Manger et dormir dans de bonnes conditions. Oui, manger encore c'est pas compliqué parce qu'on trouve toujours à manger sur la route. On peut acheter des fruits. Acheter. Alors, il faut que je vous fasse une confidence, c'est que Jean-Louis est un grand spécialiste de l'ananas. Alors, vous lui donnez un ananas congolais, et là, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, il sait les découper encore mieux que les Congolais, je pense. Hein. Avec un ananas, vous rendez Jean-Louis heureux. Ça, tout va bien là-dessus. Toi, pareil. Pareil, ananas tous les deux. Ananas et mangue. Voilà, on adore et puis les beignets quand on en trouve. C'est ça. Alors, il faut qu'on traite les questions. Est-ce que les habitants étaient surpris par les caméras? Alors ça, je peux peut-être répondre à celle-là. En fait, on doit toutes ces images. Alors, il y a des images de Jean-Louis, de Marc, aussi de toi qui ont été attrapées. Mais il y a Étienne qui a accompagné à un moment le voyage. Et il avait bêtement quelque chose d'assez simple. D'abord, les portables, ça fonctionne un petit peu. Mais aussi un appareil photo qui a permis de faire des images pour pouvoir vous faire partager quand même au mieux tout ce qui s'est passé. Alors, autre chose, est-ce que sur place, vous avez mangé avec les gens du village et qu'est-ce que vous avez mangé? Oui, on a mangé tout le temps avec les gens du village. On a mangé ce qu'ils mangent localement. On a mangé de l'igname, on a mangé des ananas, évidemment. On a mangé, c'était la période, il commençait à y avoir des mangues, donc on a pu manger des mangues fraîches, aussi bien le matin pour le petit déjeuner que les autres repas. On a mangé une plante qui s'appelle du saka-saka. Le saka-saka, c'est les feuilles du manioc qui sont coupées en tout petits bouts et qui sont pilées. On en fait une sauce qui agrémente les autres légumes et le poisson. On a mangé du poisson parce que, vous avez vu sur les photos qu'il y a, ou sur les petits reportages, qu'il y a des fleuves que l'on a traversés avec des barges. Il y a énormément de poissons et on a mangé essentiellement du poisson-chat, avec ce qui est un poisson qu'on retrouve ici aussi en Europe, mais qui est beaucoup plus fin sur l'Afrique et qui est avec très peu d'arêtes. Donc on a mangé. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as mangé du manioc ce coup-ci? J'ai fait l'effort de manger du manioc. J'aime pas le manioc. Jean-Louis n'aime pas le manioc. Je croyais que tu n'aimais pas non plus le saka-saka. Si, tu aimes c'est le manioc. J'aime pas, je ne vais pas dire que j'aime pas, mais quand je peux faire le choix, je vais privilégier autre chose que le manioc. Ok, donc bref, si vous avez quelque chose à offrir à Jean-Louis, c'est un ananas, mais pas de manioc. C'est même pas la peine. Je veux bien répondre aussi à la dernière question. Alors,
est-ce qu'ils sont, c'est quoi pour toi la dernière question? Est-ce qu'ils sont demandeurs demandeurs de ce développement? Ça, c'est une question très importante. Vous allez répondre. Alors, on prend cette question d'un CM2 de Lyon. Est-ce qu'ils sont demandeurs de ce développement ou est-ce que finalement, j'ai pas eu le temps de lire la fin de la question. On leur impose notre façon de penser. Ou est-ce que vous leur imposez... C'était ça, je crois. Hein. Oui, c'est ça. On a perdu la fin de la question, mais c'était ça. Vous leur imposez notre façon de vivre, notre façon de voir les choses. Ce que vous apportez, en fait. Alors, ça, c'est vraiment une question importante. Est-ce que c'est vous qui imposez ce développement ou est-ce que c'est eux qui l'ont demandé? Alors, on y va. Peut-être, Patrick... Je peux parler sur le sujet, mais Jean-Louis va me compléter. Systématiquement, on fait une étude, on analyse les besoins des gens et on ne vient pas avec des modes de vie tout près, un schéma tout près. On vient pour les écouter. On fait d'abord une première mission d'écoute et de découverte et d'analyse qui permet de bien comprendre le besoin pour répondre vraiment à leurs attentes. Nous, on ne vient pas avec nos solutions toutes faites. On est sûr que ça ne marche pas. Donc on part d'un constat, on les écoute et on essaie d'analyser leurs besoins et on répond vraiment à ces attentes-là. On va mettre du solaire quand quand le solaire s'y prête, on va rencontrer les femmes, les associations de femmes, on va rencontrer le chef de village, on va écouter tout le monde en fait. On écoute tout le monde, on écoute les besoins et on essaie d'apporter la meilleure solution qui sera pérenne dans le temps. Voilà. Si tu peux compléter Jean-Louis. Ouais. Alors déjà initialement au départ, c'est pas l'ONG Électriciens sans frontières qui choisit où est-ce qu'ils vont mettre de l'électricité. C'est les associations qui sont déjà présentes sur le terrain, qui sont déjà présentes dans les pays, qui veulent améliorer les conditions de vie des gens et qui se disent là, est-ce qu'on pourrait mettre de l'électricité? On ne sait pas faire, il faut qu'on aille trouver quelqu'un qui puisse nous aider à mettre de l'électricité. Donc c'est eux qui viennent nous solliciter. Nous sommes tout le temps sollicités, ce n'est pas nous qui faisons la démarche inverse. Et au travers de la sollicitation, après, avec l'association qui est sur place, on va étudier les possibilités. Est-ce que c'est faisable ou pas? Il nous est arrivé parfois de dire non, ce que vous nous demandez, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas réaliste. On va investir des milliers d'euros pour rien. Et on sait aussi parfois que la population ne va pas adhérer au projet. Donc souvent, quand on reçoit ces associations, on leur dit, alors on cite un peu ce que disait Gandhi, ce que tu fais pour moi, sans moi, c'est contre moi. Donc ça veut dire qu'à terme, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça, c'est vraiment un point fondamental à comprendre. Il n'y a jamais d'intervention sur le terrain sans qu'il y ait eu une demande du terrain préalable. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Il n'y a aucune projection des besoins. Pour vous écoutez les besoins et vous y apportez en revanche la solution technique qui est la plus adaptée. Mais il n'y a pas forcément toujours une réponse positive. Il arrive parfois que... Alors, on a une question aussi de l'école Jules Verne. Alors, c'est vrai qu'on voyait des enfants. Est-ce que les enfants vont tous et tous les jours à l'école? Alors, tous les jours à l'école, non. Oui. Enfin, tous n'y vont pas. Tous n'y vont pas. Et tous les jours à l'école, ça va dépendre des conditions climatiques, entre autres. Dès qu'il pleut, la vie s'arrête. Ça dépend aussi si les écoles sont proches ou pas. Voilà, s'il n'y a pas du travail dans les champs. S'il n'y a pas de... Voilà. Donc globalement, on se retrouve quelques dizaines d'années en arrière par rapport à ce qu'on a pu vivre en France. Oui, parce que le montage ne montre pas tout, parce qu'il fallait faire des montages vidéo assez courts, mais en réalité, quand vous voyez ce qui se passe dans la classe, pour avoir visionné personnellement toutes les images, ce qui m'a beaucoup bouleversée personnellement, c'est qu'il n'y avait qu'un seul livre pour toute la classe. Et en fait, l'enseignant faisait une leçon sur l'évaporation de l'eau et il a montré une image en faisant le tour comme ça de chaque enfant, très très brièvement, et derrière, il leur a fait apprendre un résumé. Donc c'était difficile de voir ce travail avec aussi peu de matériel pédagogique, enfin même quasi pas de matériel, quoi. C'était un livre pour toute une classe, donc compliqué. Après aussi, les classes il y a énormément d'enfants dans les classes, donc suivant certains villages, l'instituteur ou l'institutrice va faire les cours le matin pour peut-être 40 élèves, et l'après-midi, ces 40 élèves vont repartir chez eux, et c'est 40 autres élèves qui vont suivre le même cours l'après-midi. En fait, le même instituteur, il aura fait cours sur un ou deux sujets à 80 élèves dans la journée. Ils n'ont pas, il faut juste gérer la quantité d'élèves, le peu d'enseignants, le peu d'écoles,
le peu de matériel. Il y a Les vraiment enseignants, quasiment rien. ils ne souhaitent pas rester dans ces coins-là. En fait. Oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir une vocation pour rester dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, pas d'eau courante. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est un point vraiment important aussi, peut-être à expliquer à tous ceux qui nous écoutent, c'est à quel point importer aussi de l'électricité dans les écoles peut aider à stabiliser Alors les enseignants. Ça, c'est pour nous un volet que l'on prend en charge de suite. C'est comment améliorer les conditions de vie du personnel soignant ou des instituteurs pour qu'ils se sédentarisent et qu'ils restent sur place. Oui, ça, Donc c'est on important. va rajouter une lampe dans une case pour l'instituteur ou pour les soignants. D'ailleurs sur Agnellier, c'est bien ce que vous avez fait. Vous avez tiré, on avait prévu, on n'avait pas prévu ça, mais donc sur place, il y a une demande qui a émané d'une sœur qui a dit nous on aimerait bien avoir la lumière dans notre lieu de vie. Et bien là on a calculé ils ont calculé le câble qui avait été pris, on prend toujours un peu de marge et du coup ils ont fait une tranchée et ils ont alimenté ce lieu de vie. Quand on dit on a éclairé le lieu de vie, quand Patrick dit nous avons éclairé le lieu de vie des sœurs qui s'occupent du centre de santé, nous avons mis une lampe. Oui. Une lampe dans la pièce principale où elles vivent. Toutes les autres pièces où elles dorment et tout, il n'y a pas d'éclairage. Oui. On a mis une lampe. C'est important, Jean-Luc, que tu rappelles ça. C'est juste pour comprendre que, voilà, quand on dit apporter l'électricité, c'est apporter une lampe dans une pièce. C'est un point d'éclairage. C'est pas plus que plus, quoi. Voilà, Ouais, sachant qu'avec le système photovoltaïque, elles auront de l'éclairage tous les jours. Elles auront de l'éclairage 24 heures sur 24. Sachant très bien qu'elles savent qu'il ne faut pas laisser la lampe allumée 24 heures sur 24. Donc, c'est évidemment les batteries. On va continuer. On a une question de l'école d'Olems, d'Olamp, pardon pour les prononciations, je ne sais pas trop. Quels sont les dangers rencontrés lors de votre voyage et votre séjour? Les principaux dangers, c'est le risque routier, parce que déjà les infrastructures routières sont en très très mauvais état. On risque de s'embourber, de passer des heures et des heures pas possibles pour essayer de se désembourber. Un risque aussi, c'est qu'il y a pas mal de véhicules qui circulent et qui n'ont pas d'éclairage à l'avant, pas d'éclairage à l'arrière. Donc ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est de ne pas rouler la nuit. Et puis les gommiers, tu as les gommiers aussi. Oui, après, alors déjà pour ne pas rouler la nuit, on s'en va très tôt le matin, dès que le jour commence à se lever vers les 4 heures, puisqu'on est au niveau de l'équateur. À 18 heures, il fait nuit complète, c'est une nuit complète. Donc on essaye de rouler de 4 heures du matin à 17h30 à peu près, quoi. Voilà. Et après on s'impose de s'arrêter là. Autre chose aussi, vous avez dû voir sur le petit film, on voit des grands camions qui transportent des grandes billes de bois qui sont coupées dans la forêt équatoriale. Ce sont des camions avec un tonnage très très important qui prennent énormément de place sur la route. Et c'est compliqué de se croiser, quoi. C'est toujours... comme dans la vie, quoi. C'est le plus fort qui va forcer le plus petit à se pousser. Et c'est beaucoup de poussière. Quand il pleut pas, il y a énormément de poussière. Il nous est arrivé de doubler les camions parce que sinon, même quand les vitres sont fermées, on mange énormément de poussière. Le temps qu'on double le camion sur la longueur du camion, on voit rien, quoi. On voit pas. On est dans un nuage de poussière. Donc ça veut dire que il faut calculer et faire en sorte que bien au loin, on a vu qu'il n'y avait rien qui arrivait, quoi. Alors une autre question, avez-vous eu des accidents dans votre trajet? À l'école, y a-t-il des filles et des garçons? Ce que vous avez fait, est-ce que ça va durer longtemps? Alors on a plein de questions en une, mais on va traiter tout ça. Des accidents sur le trajet. On n'a pas eu d'accident sur le trajet. Il nous est arrivé d'avoir quelques soucis parce qu'il avait plu et de s'embourber un petit peu. Bon, mais on arrive à se sortir de ces situations. Il ne faut pas avoir peur de marcher dans la boue et d'avoir parfois de la boue jusqu'au-dessus des chevilles, mais on arrive à s'en sortir. Alors oui, à l'école, est-ce qu'il y a des filles et des garçons? Il y a garçons? des filles et des garçons qui vont à l'école, donc de ce côté-là, il n'y a pas de ségrégation, au moins sur le Congo, là ça se passe bien. Et puis les installations que nous faisons, déjà, les panneaux solaires, ils ont en moyenne une durée de vie entre 20 et 25 ans s'ils ne sont pas cassés. Les batteries que l'on met, c'est entre 5 et 7 ans en moyenne. Et puis, oui, et j'aimerais bien que vous expliquiez aussi la formation que vous faites à la fin pour l'entretien, parce que ça c'est important. Alors sur les batteries, je rebondis sur les batteries, parce que cette année on a voulu faire quelque chose d'un peu innovant dans ce projet-là. Pour le premier remplacement de batterie, on demande au centre de provisionner le remplacement des batteries, c'est quand même des sommes assez conséquentes. Et cette année, on a imaginé avec Jean-Louis de faire du parrainage.
Donc pas du parrainage d'enfants, comme ce qu'on rencontre pratiquement un peu partout, mais on a demandé à des gens qui donnaient pour l'électricien sans voiture, on a dit est-ce que vous voulez parrainer le remplacement des batteries pour le premier remplacement au bout de 5 ans. Parce qu'on savait que les centres qui étaient très pauvres ne seraient pas en capacité au bout de 5 ans de changer et renouveler les batteries. Donc on a lancé cette affaire-là. Et puis ça fonctionne bien, on a des gens qui nous donnent tous les mois. Tous les ans. Tous les ans, une fois par an, des fonds pour ce remplacement-là. Donc la pérennité, on l'a engagée comme ça au niveau des batteries. Donc on peut répondre oui, c'est-à-dire ce que vous avez fait, c'est d'ailleurs votre priorité, c'est ce que vous faites. C'est que ça dure longtemps. Et on retourne toujours sur les sites qu'on a électrifiés pour voir où ça en est, remettre à niveau, enfin... Et les accompagner, on ne les lâche pas. Ouais. Quand on a fait le projet Epena et Niélé, on a pris du temps aussi, une fois que ce projet a été fait, avant de rentrer en France, d'aller voir des sites qui avaient déjà été électrifiés par nos soins depuis 3 ans, 4 ans. Donc on est allé voir 3 sites pour voir si ça fonctionnait. Bon, aujourd'hui, tout ça fonctionne. Ok. Alors on va avancer parce que le temps passe et passe vite. Alors je me rends compte que j'ai complètement oublié de donner le résultat du premier sondage. Donc à 90%, vous avez répondu oui, c'est-à-dire que vous avez été très surpris par les quantités de piles et batteries que vous avez reçues et que vous êtes allé collecter. Donc comme quoi, voilà, on oublie souvent tout ce qui dort dans les tiroirs, dans les maisons. C'est pour ça que vous faites un travail absolument remarquable en allant chercher tout ce stock qui dort un peu partout. Alors, on va avancer un petit peu et on va lancer une autre vidéo, une autre petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on s'appelle Marc et Jean-Louis et qu'on se met au travail. Donc, on va lancer cette vidéo. Et en fait, ça t'indique que... Non, pas bien. On dirait toujours des faits. Choisis là où il faut mettre les boîtes. D'accord. Bon, ok, allez, on y va. Donc, tu veux l'échelle? Je t'emmène là-bas. On va aller chercher ça. Il manque le câble. Le câble de couleur. Ouais, voilà. On met de la terre avant. Attends. On met de la terre. On va maintenant dans la maison pour pouvoir changer les ampoules maintenant et mettre les prises et tout ça. Quand ils vont mettre ça en route, il faut le mettre où ils vont faire la couche. Si t'es pas, ça arrivera. Ouais. Je vous verrai pas. Merci. C'est Marc. Bon voyage. Voilà, vous avez vu un petit peu à quoi ça ressemblait, donc c'est vraiment du travail. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors moi j'aime beaucoup cette photo parce qu'on voit que la chambre des garçons n'est pas toujours bien rangée. Bon, point de suspension, je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà, c'est quand même globalement un petit peu du matériel qui a été emmené, donc c'est beaucoup de choses. Et ce qui est, je pense, très compliqué dans la préparation du projet, c'est de réfléchir à absolument tout le détail et tout le matériel qui doit être emmené et prévoir toujours un petit peu plus pour pouvoir répondre aux attentes. Alors on va prendre plein de questions parce que on en a des tonnes. Très rapidement, les gens sur place ont-ils assez pour se nourrir? Et Jean-Louis, c'est quoi le manioc que tu n'aimes pas? Donc est-ce que les gens sur place ont assez pour se nourrir? Oui. L'Afrique équatoriale, comme il y a de l'eau, il y a du poisson, il y a du gibier dans la forêt, donc c'est un pays, ce sont des chasseurs, des pêcheurs. Ils mangent globalement à leur faim. Le manioc, c'est un tubercule qui pousse, qui cultive. Comme une patate douce, en fait. Oui, c'est ça. Oui, qui peut passer de 300 à 400 grammes à 4-5 kilos, suivant le temps qu'on le laisse en terre.
C'est le manioc que l'on fait le tapioca qu'on retrouve dans nos rayons d'épicerie. Et en fait, le manioc, c'est leur aliment de base. Comme nous, c'est le pain, eux, c'est le manioc. Donc, le manioc est traité. Il est au départ, c'est un tubercule, il faut l'éplucher. Il y a toute une préparation à faire. On en fait une farine qui ensuite est comprimée, qui est cuite soit à la vapeur, soit à l'eau. Et on en fait des gros boudins. Des gros boudins. Et on coupe ça en rondelles. Mais quoi qu'on en fasse, tu n'aimes pas ça? Non. Non, toi, c'est difficile. Très fade. On peut passer à une autre question parce que ça va passer à une autre question parce que le manioc et Jean-Louis ne sont pas copains. Une deux questions. Est-ce que vous avez rencontré des animaux? Oui. On a rencontré dans la forêt, en traversant la forêt, on a rencontré des singes. On a rencontré l'équivalent de gazelles, c'est pas des gazelles, mais je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. On a vu aussi des serpents. Voilà. Puis après, on va retrouver toute une faune. Hein. On va retrouver des araignées, des papillons, des oiseaux. Là, on est en forêt équatoriale. On est en pleine forêt équatoriale. Donc il y a vraiment beaucoup d'animaux. Puis il y a de très très belles fleurs aussi, hein, des orchidées, des choses comme ça. Alors, on a une question. Avez-vous mis des panneaux solaires? Alors oui, on le voit sur la vidéo. Donc c'est bien des panneaux solaires que vous avez mis directement sur les toits. On va prendre une autre question. Combien de temps a pris l'installation de l'électricité? Alors si on fait sur Agnellé, Jean-Louis, il vous a fallu combien? On a mis 4 jours. 4 jours entre le moment où on est arrivé et le moment où nous sommes repartis pour faire la totalité des installations. En fait, on commençait très tôt le matin, comme il fait nuit à 18h. À ce moment-là, on n'a pas de quoi s'éclairer, ou très peu, juste une lampe frontale ou deux. Donc, pour ne pas s'accidenter, tomber du toit ou des choses comme ça, on a commencé très tôt le matin. On se levait pour Epena, il a fallu combien de 3 temps? jours. C'était plus petit. Epena est plus petit. Et puis on avait déjà, c'est pas les mêmes conditions d'accès non plus, quoi. D'accord. Donc il faut chaque fois, il faut s'adapter à la situation. Une autre question. Alors pour vous deux, de toutes les façons, quel est votre meilleur souvenir? Ils sont nombreux. Je crois qu'il faut prendre 1 heure de plus ou 2 heures de plus. Là. Ah oui, c'est ça, ça va être difficile. C'est tellement... Non, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça, donc il faut vraiment que vous fassiez une réponse. C'est-à-dire, quel est votre meilleur souvenir? Moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'était la première mission, je crois. C'est vivre auprès des gens. Rencontrer les populations, avoir rencontré des députés et être allé voir un enfant malade dans la case soigné, c'est vivre auprès d'eux. Et toi, Jean-Louis? C'est moi, c'est quand la première fois qu'on a fait du pompage sur d'autres missions, hein, pas forcément au Congo, mais on a fait du pompage de l'eau. Il y avait toute la population qui était là quand on a mis en service la rampe de robinet. Il y avait un monsieur assez âgé qui était assis parce qu'il ne pouvait pas trop se déplacer et qui m'a dit « C'est la première fois que je vois le fond du seau ». Ça veut dire que toute sa vie, il avait consommé que de l'eau avec de la boue en suspension. Ouais, donc ça reste fort dans le cœur, ça. Et nous, on ne s'imagine pas, quoi. Quand on tourne le robinet, il y a l'eau qui coule, on ne se pose même pas la question comment ça se fait qu'elle est transparente. Une autre question, êtes-vous fier du résultat? Oui, toujours. Toujours. C'est toujours fier, content du résultat, fier, oui. Oui, surtout content, oui, satisfait que ça fonctionne déjà au départ, qu'on a pu mener la mission jusqu'au bout, que les gens puissent maintenant profiter de l'électricité. C'est toujours l'inquiétude, hein. On a fait des missions pour lesquelles on n'a pas pu aller au bout. Oui. Et parce que des situations extrêmes, un conteneur qui reste bloqué 5 ans, vous arrivez pour faire des travaux et impossible d'avoir le matériel. Donc oui, là on n'est pas fiers, là on est frustrés. Ouais. Là sur Epena et Agnellé, tout s'est bien passé, tout est terminé, donc c'est fabuleux. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Une autre question, on essaye d'en prendre le plus possible. À quoi leur sert l'électricité à part l'éclairage? À d'autres appareils, lesquels? Je voudrais bien que tu parles de cette histoire de microscope. Voilà. Mais rapidement, Jean-Louis. En fait, l'électricité, la première chose, c'est vrai que c'est l'éclairage. Mais dans tous ces petits centres de santé, ils ont des formations qui sont faites par l'ARCELAF qui leur met à disposition des petits microscopes électroniques qui ne peuvent fonctionner qu'avec l'électricité, un minimum d'électricité, parce qu'avec un microscope électronique, les sœurs, après avoir été formées, sont capables de faire une petite prise de sang, de prendre une goutte de sang, la mettre sur les plaquettes, l'analyser aussitôt et de dire si la personne est atteinte ou pas du palud. Du paludisme, et donc du paludisme et de pouvoir les soigner de suite.
sans amener dans un laboratoire comme c'est en France, et ainsi de suite, et en Europe. Là, c'est pour ça qu'ils ont besoin d'électricité. Et après aussi pour les frigos, pour les vaccins, Ouais. pour conserver les vaccins. Bien sûr. Ouais. Donc ce n'est pas que l'éclairage, et ça c'est important, en tout cas sur un centre, un poste de santé comme eux, tellement reculé, il y a plein d'autres appareils, et vraiment cette histoire de microscope, il l'avait beaucoup exprimé. Alors on a une question, on en prend une autre, c'est qui vous donne tout ce matériel? Alors, on n'a pas que des dons du matériel. On a du matériel qui nous est remis en France gracieusement par des grosses sociétés de matériel comme Legrand, du câble par Nexans. Ouais. Par contre, après, eh bien, avec l'autre financement, on va acheter le matériel, soit sur place, soit l'amener de France. C'est ça, super. Voilà. Quelle était la réaction des Congolais dès qu'ils ont pu avoir de la lumière? Parlons un petit peu. Alors, à la fin de la dernière vidéo, vous avez vu, et là vous la voyez à l'image, une des sœurs de cette congrégation qui soigne donc. Et quelle est la réaction alors quand ils voient la lumière? Ben, je crois qu'ils sont étonnés, surpris et surtout contents. Enfin, ils savent, enfin, ces femmes savent que demain sera plus facile pour elles. Travailler, ça sera plus simple et plus facile. Donc, vous dites toujours ça avec beaucoup de pudeur, hein, mais en fait c'est immense. Hein. oui, mais Ce que vous amenez à ce moment-là, c'est immense. Mais oui, je pense que c'est énorme pour eux. Et puis, ça répond aussi un peu pour imager un petit peu la question précédente, c'est que quand la lumière s'allume, enfin moi au moins, je ne regarde pas la lumière. Je regarde les yeux des personnes qui sont là, les visages. Et quand on voit ces yeux briller, bon, voilà, on a apporté quelque chose, ne serait-ce que voir ces yeux briller, là, du fait que l'ampoule s'éclaire. Et ça n'a pas de prix. Je veux dire, ça n'a pas... Ce qui est incroyable, c'est qu'on passe 3 semaines avec eux et on repart, on a des amis. C'est magnifique, c'est joli. C'est joli, c'est ça qui est important. Très joli. Alors, le temps file à une vitesse insensée. On va lancer une dernière vidéo, qui est une vidéo à laquelle je tiens personnellement énormément, parce que vous allez pouvoir entendre les deux sœurs, sœur Marie-Florence, qui sera sur la gauche de l'écran, et sœur Sidonie, qui sera à la droite. Et ce sont donc les deux sœurs qui sont dans le centre de santé d'Egnilé et qui vont un peu parler de ce qui se passe au village, de la relation avec les autochtones qu'on appelait avant les pygmées. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez émouvant. Enfin, en tout cas, j'espère qu'elle va vous émouvoir autant que ça l'a été pour nous. Donc on va vous lancer cette dernière vidéo. Je m'appelle petite sœur Sidonie Francine Kaya. Moi, je m'appelle Marie-Florence Mbalimbi. Les autochtones, avant on les appelait les pygmées. Les citoyens, les pygmées, maintenant les autochtones. Eux, ils vivent dans la forêt. La maison des autochtones sont souvent des huttes. Hein. Ils habitent dans des huttes faites avec les feux de la forêt. On les exploite, on les amène au champ. Ils travaillent peut-être toute la journée. On leur donne seulement une cigarette. Pas un paquet, hein, mais bâtons de cigarettes. On est ici pour eux. Donc on est un peu leur... nous avons la voix. Nous sommes la voix des sans-voix. On défend la cause de ce peuple marginalisé. C'est pour cela que Jean est avec nous dans la communauté, il fait partie de la communauté. Nos frères de l'électricité sans frontières qui nous ont installé l'électricité, en tout cas c'est la lumière, non? La lumière de notre vie. On était dans l'obscurité. Et si les malades venaient, on les traitait, on les soignait avec lampe torche. Maintenant, on aura la possibilité de faire les examens, les analyses grâce aux enfants. Parce qu'à chaque fois, à cela, vous nous parlez des enfants. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est seulement prier pour ces enfants, pour leur avenir. Parce que, étant jeunes comme ça, ils ont déjà le souci des peuples démunis. Ils font tout pour soutenir les pauvres qui sont encore dans les pays d'Afrique. En tout cas, je remercie les moniteurs, les professeurs, les enseignants. Parce que ce sont eux qui ont les directeurs de lycée, de l'école, parce que ce sont eux qui ont sensibilisé les enfants et grâce aux gens qui leur ont expliqué, sensibilisé, aujourd'hui nous avons la lumière. On n'a rien à leur donner. Notre devoir c'est seulement pour prier pour eux. Les écrits.
envoie des petits dessins pour décorer le petit hôpital. Au revoir tout le monde et gros bisous. Merci. On va afficher les photos là dans les centres, quelque part dans les centres de santé. Adrien dit que sa boîte depuis dans la grande. Merci. Vraiment, en tout cas, merci. Nous sommes loin ici, mais il y a les gens qui pensent à nous. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous ont ému. Donc vous aviez Sœur Sidonie et Sœur Marie-Florence qui vous ont parlé. À la fin, quand vous les voyez prendre des documents papier qu'a remis Étienne, c'était les lettres que vous nous aviez confiées et qu'on avait envoyées à Jean-Louis et Marc pour qu'ils les remettent. Donc voilà, ça a bien été remis et les petits dessins pour le petit hôpital sont affichés en bonne et bonne place. Vraiment bonne place, voilà, donc c'est bien aller jusqu'au Congo, ça c'est certain. Alors, on a accueilli Yann, là, juste maintenant, qui va répondre, comme je vous l'avais promis, aux questions techniques. Mais juste avant ça, j'aimerais vous lancer le deuxième et dernier sondage qui apparaît sur votre écran. Souhaitez-vous participer à l'opération Pile Solidaire l'année prochaine? Oui ou non. En fait, on voulait écrire oui ou oui, mais voilà, pour l'instant, on a quand même été obligé d'écrire oui ou non. Donc voilà, c'était question. Pendant ce temps-là, on a reçu plein de questions. Yann, une première question, c'était comment fait-on de l'électricité avec des piles usagées? Ah, alors là, c'est un peu difficile. En fait, on ne fait pas de l'électricité avec les piles usagées. Nous, les piles usagées Battery Box, en fait, on les récupère et on les recycle. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est la mission de notre éco-organisme de le faire. Et on a décidé de financer et d'aider Électriciens sans frontières sur la mission au Congo-Brazzaville. Mais clairement, on ne récupère pas les piles usagées pour faire de l'électricité là-bas. Mais dans l'idée, on va dire, il y a de ça quelque part. C'est récupérer des vieilles piles chez nous pour permettre à des gens qui n'ont pas accès à l'électricité d'y avoir accès. Alors on a une autre question aussi qui nous dit pourquoi collecter des piles et pas autre chose pour soutenir ces projets? Alors parce que justement, effectivement, notre éco-organisme, les collecteurs Battery Box que vous pouvez trouver un petit peu partout, nous, notre mission de service public, c'est vraiment de collecter les piles et les batteries. Donc alors aussi les cartouches, donc peut-être qu'un jour on fera des cartouches, mais aujourd'hui l'essentiel de notre activité est sur les piles et les batteries, piles et petites batteries que tout le monde consomme. Voilà, c'est pour ça, c'est simplement parce que l'objet vraiment de notre éco-organisme, de sa mission de service public, c'est ça. Il y a d'autres éco-organismes qui participent au recyclage, que ce soit des emballages, de plein d'autres choses, de toutes sortes de choses. Et ils ont, parfois, ça arrive, certains d'entre eux, quelques projets, pas forcément similaires, mais voilà, il y a des choses comme ça. Mais donc, nous, on s'est concentré sur les piles et les batteries parce que c'est notre métier, tout simplement. Alors, je ne vais pas lire une question tout de suite, mais un petit mot gentil avant la prochaine question. Saint-Adrien de Villeneuve-d'Ascq qui dit « On est très fiers de participer à ces actions en récoltant les piles et en permettant des missions comme la vôtre. On ne vous remerciera jamais assez. » Donc, les remerciements, c'est nous qui vous faisons parce que c'est absolument merveilleux ce que vous faites. C'est immense en réalité. Alors, qu'est-ce que... Je dirais même qu'ils font partie de l'équipe projet. Tous ces enfants. Ah, c'est joli. Merci Patrick. Donc en fait, vous faites tous partie de l'équipe projet. C'est très très beau. Que vont devenir, une école qui nous demande, que vont devenir les piles qu'on a récoltées et en quoi ces piles vous ont aidé? Alors, la première chose, qu'est-ce qu'on va faire avec? Effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord les trier par technologie. Parce que vous savez, il y a plein de petites piles et de batteries. Il y a la pile alcaline que vous connaissez. Et puis, il y a toutes les batteries de téléphone portable ou autres que vous pouvez trouver ou d'outillage. Donc, nous, on va les séparer par technologie. Et ensuite, on va récupérer les métaux qui sont contenus à l'intérieur, essentiellement des métaux, un peu de plastique, et on va recycler tout ça. Donc ça veut dire qu'on récupère les métaux et qu'ensuite, ces métaux vont pouvoir être réutilisés pour fabriquer de nouveaux objets. Alors des piles, des vélos, enfin voilà, tout ce qui est métallique selon les métaux qu'on récupère. Sur une pile alcaline, par exemple, on va récupérer de l'acier et donc ça va participer
à refaire des objets en acier. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, si on prend du zinc, par exemple, aussi, eh ben, on va pouvoir faire des gouttières en zinc ou des choses comme ça. Donc, et puis, en quoi elles nous ont aidés? Simplement, nous, on a une mission, on est une société à but non lucratif, agréée par l'État, et l'État nous assigne, en fait, chaque année, de recycler de plus en plus de piles. Et donc, en faisant cela, on participe aussi à cela. Donc, chaque année, depuis plusieurs années, le nombre de piles et batteries que l'on récupère est de plus en plus important, et Piles Solidaires en fait partie. Et donc, nous, ça nous permet d'aller voir le ministère de l'Environnement tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, et de leur dire, vous voyez, on a fait ce qu'il fallait, et aujourd'hui, on recycle beaucoup plus de piles qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans. Est-ce que tu peux expliquer, parce qu'on a des questions qui sont sur l'argent, comment on récolte de l'argent grâce aux piles récoltées, on a beaucoup de choses là-dessus, comment justement cette collecte de piles permet de financer une mission qui est aussi lointaine que celle qui a eu lieu. Nous, on s'engage, on est partenaires maintenant, ça commence à faire un peu de longue date, puisque ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Nous, on s'engage en fait à ce qu'il y ait 250 € qui soient reversés à chaque tonne de piles collectées. Donc, et ça permet de financer. Alors, c'est pour ça qu'on vous demande d'en récupérer. Enfin, les gens utilisent souvent récolter ou d'en collecter un maximum, parce que plus vous en récupérez, et plus nous, le chèque que l'on va faire à Électriciens Sans Frontières sera important. Ça permet. Alors, évidemment, on se met d'accord sur une mission. On a des engagements de toute façon pour que la mission puisse partir. Mais sachez que de toute façon, si demain Piles Solidaires permet de faire 70, 80 ou 90 tonnes, si on va au-dessus, de toute façon, tout ce qu'il y a au-dessus de l'objectif qu'on s'était fixé de 60 tonnes, puisque le but, on se fixe un objectif chaque année de 60 tonnes, et on sait que globalement on y arrive parce que ça fait plusieurs années que le projet marche, d'année en année on fait de plus en plus. Donc voilà, donc nous on fait ainsi, et simplement l'argent que nous on donne à Électriciens Sans Frontières vient simplement de ce que nous on appelle des metteurs sur le marché. Alors c'est un terme très barbare. En fait, ce sont les producteurs de piles, les producteurs d'appareils électriques qui contiennent des piles, qui nous financent en fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'éco-contribution que des fois vous voyez dans les magasins. Et donc voilà, c'est comme ça que nous on est financés et que l'on peut du coup financer le projet de SF. Ce qui est important, c'est qu'en effet il y avait un objectif cette année de collecte de piles qui a permis pour l'éco-organisme de commencer à financer, mais toutes les tonnes supplémentaires qui vont arriver au-delà, comme l'année dernière, eh bien, ce sera de l'argent supplémentaire qui sera versé à Électriciens Sans Frontières pour de prochaines missions. Et donc, ça veut dire que ce que vous faites, c'est immense. Ça a permis de réaliser une mission cette année au Congo-Brazzaville, mais ça va permettre aussi de commencer à provoquer, à financer de futures missions ailleurs. Donc c'est vraiment, vraiment énorme. Alors, on a des questions, on a plein de merci qui arrivent. Alors déjà, ça, merci mille fois, mais merci à vous. On a beaucoup aimé participer à ce projet. Ça me permet de faire le bilan du deuxième sondage. Alors, vous êtes 100% à vouloir participer l'année prochaine. Donc, moralité, c'est bien ce que j'ai dit, on aurait dû écrire oui ou oui, parce que vous voulez tous reparticiper. Donc ça, c'est vraiment superbe. On a une question un petit peu directe. Combien d'argent avez-vous dépensé pour ce projet? Alors, je ne sais pas si c'est côté Battery Box ou côté Électriciens Sans Frontières. Peut-être le nôtre. Le vôtre. Nous, globalement, ce projet-là nous a coûté 25 000 €. Voilà. On a investi 25 000 €. Pour partie financée par la collecte des piles. Voilà. Et il y a une petite chose quand même qu'il faut que vous sachiez, c'est que j'aimerais, Jean-Louis, que tu expliques la petite lampe. Alors on est en train de dépasser un peu le temps, mais c'est comme ça. Ce que l'on a fait aussi, on a remis, je ne sais pas si vous avez vu la photo, on a remis aux sœurs ce type de lampe qui s'appelle la Gazelle. En fait, c'est une lampe qui est rechargée avec des petits panneaux solaires dans la journée, comme ça. On met ces petits panneaux, c'est branché sur la lampe et ça permet d'avoir de l'électricité le soir quand les sœurs se déplacent du centre de santé où vont voir des personnes dans leur case quand elles viennent les chercher. Et en plus, la particularité de cette lampe, elle a 3 degrés d'éclairage. Sur le plus faible, il y a à peu près 48 heures d'autonomie. Il y a ce deuxième degré, ce troisième degré qui permet
aussi, quand on a cette lampe-là, de la poser sur une table de façon comme ça et que l'on puisse faire ses devoirs. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la mission a pu acheter ces petites lampes supplémentaires qui n'étaient pas du tout prévues parce que voilà, il restait un petit peu de sous dans l'enveloppe et donc ils ont pu acheter ces petites lampes pour le fond pour de les budget sœurs, qui nous restait. le fond du budget, et je pense que les photos en disent long quand vous voyez le sourire de ces sœurs qui ont pu récupérer ces lampes lors d'une journée de formation à Brazzaville. Je pense que tout est dit. Donc voilà, tout ce qui peut être offert en plus, fait en plus, fait toujours partie des missions. Et en plus, juste je voulais rajouter, Sylvie, la particularité de ce type de lampe, c'est pas la seule, mais sur ce modèle-là, on peut aussi, avec ce jack-là, recharger les portables. Ça veut dire que les sœurs, même s'il n'y a pas d'électricité, les sœurs et les autres utilisateurs peuvent recharger le téléphone et rester en communication avec... Les médecins bordelais, notamment, quand ils ont des cas particuliers, ils appellent les médecins bordelais pour trouver le diagnostic. Donc ils arrivent à faire à distance du diagnostic et ils ont des conseils en direct pour pouvoir soigner les personnes. On a une belle question d'un CM1, Curie. Que peut-on faire pour les aider encore plus? Moi, je ferai une réponse, c'est participer à Pile Solidaire l'année prochaine. La même chose. C'est déjà énorme. Et vous, vous diriez quoi? La même chose. La même chose. Finalement, ça reste... C'est joli que vous posiez ce type de questions, c'est joli que vous remerciez, c'est joli que vous ayez tellement envie de participer et eu du plaisir à participer. C'est assez immense. Je crois que... Alors, déjà une promesse. Pour toutes les questions que nous n'avons pas eu le temps de traiter, on fera comme l'année dernière. On vous répondra à tous en envoyant un mail avec les réponses aux questions. Ça, c'est promis parce que il y en a, et c'est très, 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 très compliqué. On a des belles choses. Alors, Villeneuve d'Ascq, qui, bien sûr, nous nous mobilisons pour l'année prochaine, pour notre 4e année. Alors là, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir quand même leur faire un super diplôme, hein, Yann. Nous sommes un peu les ambassadeurs du développement durable. Vous êtes plus que ça, en fait. Chacun de vous qui avez participé, c'est tellement immense que vous apportez, et c'est pour ça qu'on voulait terminer avec la vidéo sur les deux sœurs qui... C'est tellement jolie phrase, nous sommes tellement loin et il y a des gens qui pensent à nous même si on est tellement loin. Je trouve que c'est magnifique. On a plein de choses. Alors, quelle sera la mission l'année prochaine, 2019-2020, Yann? Alors, il y a quand même une tendance. Oui, on est en train de regarder ça. Alors la mission l'année prochaine sera un petit peu particulière parce qu'on sera certainement sur le territoire français. Alors c'est pas très commun parce que d'habitude c'est vrai qu'on est plutôt en Afrique, en Asie, voilà. Donc on sera en Amérique du Sud puisqu'en fait il reste encore quelques villages très isolés dans la jungle amazonienne, en Guyane. Et donc c'est cette mission-là pour l'instant qui est retenue. On est en train de finaliser avec ESF le chiffrage et voir si c'est bien celle-là qu'on fait, mais donc on sera en Amérique du Sud l'année prochaine, en Guyane, donc pour l'électrification d'une école dans le village hameau, on va dire, de Trois-Sauts, à l'extrême sud, en pleine jungle amazonienne, parce que malheureusement, comme dans d'autres pays beaucoup plus pauvres, on va dire, il y a encore des gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc l'école de Trois-Sauts a cruellement besoin de ces panneaux photovoltaïques et du coup d'accès à l'électricité pour pouvoir travailler. Alors forêt amazonienne, ça promet encore beaucoup d'animaux, hein, je pense. Hein. Je pense. Ça va être quelque chose. On a plein de merci. Merci à l'école de Brugge. Je ne sais pas si, en fait, là, je commence à pas bien voir, mais ça doit être ça. Donc, merci pour ce beau reportage, mais merci à vous. Alors, ça va être le moment de conclure. C'est un peu cruel, on est super en retard, mais c'est pas grave. Alors, déjà, si vous n'avez pas pu regarder cette émission jusqu'au bout, n'hésitez pas, de toutes les manières, vous pourrez la retrouver sur le site pilesolidaire.org. Je tiens à remercier énormément Jean-Louis, Patrick, Marc, qui va quand même avoir une belle fête ce soir avec sa femme, qui doit nous regarder, à Brice, qui a conduit le 4x4,
à Lazare. Je suis certaine que Lazare est en train de nous regarder. C'est un monsieur extraordinaire qui a organisé aussi beaucoup de choses sur place. Sans lui, je pense que ça aurait été un peu compliqué parce qu'il a quand même participé énormément à la mise en place de la logistique. Voilà, donc voilà, Lazare. À Étienne, qui doit nous regarder aussi et qui nous a fait toutes ces images magnifiques et qui a porté tout ça aussi avec un enthousiasme débordant, ça je peux vous le dire. Voilà, donc, merci aussi énormément aux gens qui ont fait la technique. Et puis à tous. Je voudrais remercier Louis aussi, qui est voilà. un partenaire de la Slash, qui nous suit depuis 2 ans. Voilà, c'est une énorme équipe. Alors, on va se lever tous ensemble avec un bel élan pour accueillir, parce que tout ça c'est une équipe. Donc il y a Julien et Aude qui vont venir au milieu de nous. Alors vous les avez, Aude vous l'avez souvent en ligne, c'est la bonne fée aussi de l'opération. Et quand la bonne fée vous dit, alors attendez, je ne peux pas répondre tout de suite à cette question, je vais consulter quelqu'un d'autre, c'est Julien en fait qui est consulté à ce moment-là. Et c'est en principe, Julien, il y a un problème, on n'arrive pas à le résoudre, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, et Julien, pour ne rien vous cacher, c'est Monsieur Frestagada. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'on a absolument tout dit. Je terminerai très très simplement en vous remerciant, mais du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait, pour votre engagement, pour tous les petits mots qu'on reçoit de temps en temps par mail, pour les petits coups de téléphone, tout ce que vous avez fait, c'est immense. La collecte promet d'être absolument magnifique cette année. C'est vraiment grâce à vous. C'est grâce à vous, comme on dit les sœurs, à l'engagement des enseignants, des directeurs, des chefs d'établissement, des parents, de tous ceux que vous avez convaincus que tout ça a été possible. Et vous avez vu, c'est hyper concret, c'est énorme. Vous faites un travail d'exception et on vous remercie du fond du cœur. Merci. Merci à tous. Merci à tous.